Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Abdoulaye Sakho. Monsieur Sakho, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Monsieur Gueye, Bayoumar Gueye, vous êtes très connu. Je suis moi également très heureux d'être à Sud aujourd'hui. Une structure que je connais depuis très longtemps. Merci. Et dans laquelle chaque fois que j'entre, j'ai une pensée pour beaucoup de gens qui sont passés par là, qui ne sont plus de ce monde. Je prie vraiment le bon Dieu pour qu'il les accueille au paradis. Je ne veux pas citer, mais je ne peux pas ne pas parler de Babacar Touré, d'Ibrahim Fall, de Major Fall, toutes ces personnalités et grands journalistes qui sont passés par là et qui nous ont aidés, nous, à pouvoir nous exprimer. Parce que c'était important au moment où le Sud arrivait. Oui, voilà. C'était très important. Merci. Penser à nos aînés, mais également à Prière et Amine également. Et justement, le prétexte de cette émission, c'est la Coupe d'Afrique, professeur Sakho. La Coupe d'Afrique, le Sénégal est en finale. Première lecture par rapport à l'attente, cette grosse attente des populations. Oui, on est en finale, on est très heureux. Et on est en attente. Vous avez parfaitement raison d'utiliser le mot attente, mais une attente très légitime. Quand je dis légitime, c'est parce que depuis notre indépendance, je crois que au plan du football, nous n'avons eu qu'un seul trophée de niveau continental. Un seul. Et ce trophée a été gagné par une équipe nationale à l'occasion de ce que l'on pouvait appeler les grands jeux de nos indépendances et que le président Senghor avait institué ici et qui s'intitulait... C'était en quelle année? En 1963, les Jeux de l'amitié. Vous vous rendez compte? Depuis on en parle, depuis 1963, je vous dis, on n'a rien gagné. Et quand je dis rien gagné, ce n'est pas seulement équipe nationale, c'est aussi au niveau des clubs. Les gens, ils tapent beaucoup sur l'équipe nationale, mais quand vous prenez les clubs sénégalais, aucun d'entre eux n'a eu le niveau continental. Et c'est pire aujourd'hui, on est dans une sorte de traversée du désert concernant le football local, parce qu'aucun d'entre eux n'arrive à dépasser même le premier tour des joutes continentales. Mais qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est culturel, c'est même identitaire ou psychologique finalement? J'avoue que je vais juste me risquer parce que je n'ai pas fait d'études spéciales dessus, mais je me risque en tant qu'observateur. J'ai sous mes yeux un ouvrage Football sénégalais des indépendances, regard croisé. Oui. Vous en êtes l'auteur ou un des auteurs? Un des, en tout cas, promoteurs. Je ne suis pas auteur parce que dans ce livre, on a fait parler des personnalités qui étaient des témoins de cette époque. Je vois la photo du président Youssouf Ndiaye. Voilà, on a dit en 63 déjà. 63. Regard croisé du dedans et du dehors. Du dedans, on a fait parler Youssouf Ndiaye. Et c'est l'occasion pour moi, vous allez me permettre quand même de lui rendre hommage. Un grand monsieur sénégalais, un grand homme politique, un excellent juriste, peut-être l'un des meilleurs de sa génération, parce que je suis juriste aussi, qui a occupé de très fonctions, aussi bien au niveau politique qu'au niveau de son métier de droit. Donc c'est un monsieur qui mérite, je crois, les honneurs de la nation. Je ne sais pas si est-ce que le Sénégal fera ce qu'il faut à la dimension de Youssou Ndiaye, mais au-delà de ce qu'il a fait pour sa profession, pour son métier de juriste, à l'image des Kebambaï et autres, il a fait quelque chose pour le sport. Et c'est là où c'est intéressant dans notre discussion d'aujourd'hui, parce que Youssou Ndiaye a été de ceux qui ont permis au Sénégal de gagner la médaille d'or aux Jeux de l'amitié. En 63. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'était passé? Voilà, ces Jeux de l'amitié, je crois qu'il faut les considérer d'abord comme, j'allais dire, un ciment de la société sénégalaise, un vecteur de construction de la nation sénégalaise. On a eu un président qui était très, j'allais dire, poète et tout cela, voilà, qu'on a critiqué comme n'étant pas très fort au plan politique, mais c'était un universaliste, c'était un intellectuel. Et Senghor avait compris à l'époque que le sport, déjà, pouvait servir de vecteur pour construire une nation. Et c'est sur cela, sur ces entrefaites, qu'il a décidé, avec peut-être son gouvernement de l'époque, de créer des jeux qui vont permettre à tous les Africains de pouvoir se regrouper à Dakar et de se confronter. Alors, dans ces jeux, il y avait une discipline qui était très importante, qui est le football. Et ce football-là a permis au Sénégal de constituer, j'allais dire, une équipe, on va dire, nationale. Ça a constitué la nation sénégalaise parce que dans cette équipe, on avait 7 régions à l'époque. Il y avait les représentants des 7 régions. Senghor était un visionnaire sur ce point de vue-là. Et cette équipe a permis au Sénégal de d'abord battre l'ancien colonisateur, la France, qui était venu ici, on dit une équipe amateur, mais ces amateurs, l'année suivante, ils se sont tous retrouvés dans les équipes de première division. À l'époque, on ne disait pas Ligue 1, de première division française, et il y en a même un qui a été très célèbre, qui a joué à Saint-Etienne. Donc,
cette équipe-là a été battue par la France. Et de manière extraordinaire parce que le but le plus rapide, l'un des buts les plus rapides de l'histoire du football sénégalais a été marqué par Youssoupha Ndiaye. On met le départ, le sifflet, l'arbitre siffle. Je ne sais pas lequel des joueurs a passé à celui qui était à côté. Et celui qui était à côté, c'était El Hadj Malick Sy Souris. Youssoupha Ndiaye nous a dit dans l'entretien, il a dit à Souris saute. Souris a sauté, lui il avait vu que le gardien n'était pas encore dans son but. Il a tiré directement à partir du rond central et le but est entré. Et si vous parlez avec Abdoulaye Diaw, aujourd'hui il vous dira, Abdoulaye Diaw il dit qu'il a finalement terminé ce match-là au cinéma Liberté qui était en face du stade Demba Diop. Parce qu'au moment d'arriver, on lui a dit le Sénégal a marqué. Voilà. Tellement c'était rapide et Youssoupha Ndiaye a été le meilleur buteur des Jeux de l'amitié. On ne le dit pas. Mais c'était à l'époque où on pouvait également concilier sport et études. Aujourd'hui, Sadio Mané n'a pas fait de grandes études. Mais à l'époque, lui, El Hadj Malick Sy Souris, ils sont devenus de très très grands... Mais à l'époque, c'était vraiment le cas. C'est-à-dire faire études et sport. Ça allait de pair. Le couple, J'ai eu la chance d'avoir parlé avec Lamine Diack, qui était aussi un grand sportif, mais aussi un intellectuel. Ils ont pu allier cela. Et peut-être, je crois... le fait qu'on ait traversé le désert provient de là-bas. Parce que nos grands sportifs, c'était de grands intellectuels. Et si on ne fait pas attention, on allait avoir cette espèce de condescendance vis-à-vis des autres, qu'on appelait d'un nom que je ne veux pas dire ici. On avait cru qu'on était les plus intelligents. Dans les clubs de Dakar, on y trouvait quand même ce genre de situation où, par exemple, Ibrahima Diakhaby, qui était au lycée Van Vollenhoven, et en même temps grand attaquant de la Jeanne d'Arc, entre autres, il y en avait beaucoup, Je peux vous dire que moi-même, ma génération, j'ai fait les classes avec des internationaux de football au lycée Blaise. Moi j'ai fait le lycée Blaise et dans ma classe il y avait un garçon qui est décédé aujourd'hui qui était l'un des plus brillants de sa génération et qu'on appelait Christophe Sagna. Le grand Christophe, on a fait le même banc. On quittait le lycée, on allait ensemble et on rentrait dans les SICAP ici. Il est des SICAP, et il est décédé. Mais ce garçon, à l'époque, on avait une autre organisation. Les jeudis, c'était les matchs scolaires. Exactement. Et les dimanches et samedis, c'était les matchs civils. Inter-école, Voilà. Alors, quelquefois, le lundi, il arrive, il se met à côté de moi, il a joué contre le foyer. Moi, j'étais foyer Sénégal, quoi, plutôt l'ancêtre du Jaraaf. Et bon, on chambrait, quoi. Il me chambrait, il me dit, ce gars, hier, j'ai pas eu... Bon, bref, donc, Christophe était comme ça. Quelquefois, il faisait un match international, et le lundi, il est avec nous. Et donc c'est extraordinaire cette période-là. Bon, elle est révolue. C'est peut-être le sport aussi a évolué. Je me rappelle à l'époque, on disait EC égale un demi-MV au carré. La vitesse du balai, une fois qu'il y avait un coup franc, on tirait et c'est allé plus vite que le gardien. Mais ça, il fallait quand même un certain bagage intellectuel. Et c'est ce que les coachs de maintenant nous disent souvent quand on leur dit mais pourquoi vous ne jouez pas comme il faut et tout. Ils me disent il faut avoir les hommes aussi pour ça. Parfaitement parce qu'à l'époque les gens étaient hyper intelligents. Alpha Touré, c'était un instituteur. Vous allez trouver Youssoupha Ndiaye, El Hadj Malick Sy Souris. Vous allez trouver de grands intellectuels. Cheikh Tidiane Diagne qui a fait la Banque centrale qui est aujourd'hui au Canada. Vous trouvez de grands intellectuels. Ces gens jouaient tous les dimanches et les lundis vous les retrouvez dans les trucs. Baye Fall du Jaraaf qui est un surtout dans les banques aussi. Dans les banques. Qui était à Delafosse, Baye Fall. Et les matchs de... Les Louis Camara et tout ça. Les matchs entre les écoles, c'était presque les matchs d'équipe nationale. Voilà. Finalement, cette longue traversée nous a laissé au moins un constat, c'est qu'on n'arrivait plus à gagner la coupe depuis 63, Abdoulaye Sakho. Tout à fait. Depuis 63, on n'a pas eu cette chance d'avoir une victoire quelque part. Parce que tout simplement, après 63, on avait de très bons joueurs, je crois. On avait de très bonnes équipes. On a fait la CAN de 1965. Et pour cette CAN-là, on aurait dû la gagner. Mais, comme dit un de vos confrères, un de vos ancêtres, qui est un reporter sportif très connu qu'on appelait Alou, Alassane Ndiaye Alou, le Sénégal, pour aller jouer la finale, le Sénégal avait gagné 5-1 l'Éthiopie. Le pays organisateur qui est la Tunisie avait gagné 4-0. Ils ont dit que 5 divisé par 1, ça fait, je sais pas, machin quelque chose, alors que 4 divisé par 0, c'est l'infini. Donc c'est comme ça qu'on nous a éliminés. Bon, Alou a dit c'est les subtilités de l'algèbre, on n'a pas pu faire cela, mais il faut faire un souvenir, parce qu'on avait éliminé également, en finale,
la Tunisie des Jeux de l'amitié. Oui. On avait éliminé en finale au corner. Okay. Et donc, il paraîtrait que c'était une histoire d'arrangement entre le président Senghor et Habib Bourguiba qui avait dit, bon, écoutez, les Sénégalais, laissez tomber, laissez la Tunisie partir. On a raté cette canne-là. Okay. Ensuite, on a eu une autre canne de 68, celle que les Sénégalais connaissent un peu mieux. On dit Asmara, avec les Yadma Diop et tout cela. Bon, c'est une grande équipe qu'on avait, mais cette équipe, je crois qu'elle n'était pas assez aguerrie pour pouvoir jouer. Parce que c'est l'équipe qui perdait les matchs dans les 5 dernières minutes. Oui. Voilà. On gagnait, mais on perdait des matchs dans les 5 dernières minutes. Ça nous suit toujours. Ça nous suit toujours d'ailleurs. Jusqu'à présent, ça commence à changer un peu. Maintenant, c'est inversé. Le Sénégal gagne à la fin des matchs. Voilà. Bon, bref. Et donc, depuis 68, je vous dis. Il n'y a pas de trophée. Non seulement il n'y a pas eu de trophée, mais on n'a pas participé à des CAN. 68 à 1986. Avec Bokande des Feux. C'est pour ça, 86, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Contre Zimbabwe à Dakar. Voilà, contre Zimbabwe. Bokande est revenu. Donc, cette longue traversée de désert, on avait de grands dirigeants pourtant, même de niveau mondial. Lamine Diack était là, il a fait sa réforme et tout. Mais on était plus préoccupé par le sport interne, par les compétitions internes entre Dja et Djaraf, que par l'Afrique. Donc ce n'était pas notre problème. Et voilà pourquoi je crois qu'on a fait cette longue traversée de désert. 86, on va là-bas, très peu expérimenté. Une très bonne équipe. On commence à faire appel à nos expatriés. Tierno Youm, Roger Mendy, Locotte, très belle Bokande, équipe aussi en 86. Ils arrivent. Bon, manque d'expérience, moi, à mon avis. Oui, et manque de préparation. Oui, vous dites à la fois, mais finalement, même les Africains savaient quelque part, ironie du sort ou pas, que les Sénégalais, une fois en finale, n'arrivaient plus justement à relever le défi. C'était connu finalement. C'est connu et ils savent que du point de vue psychologique, on était relativement fragile, peut-être par les enjeux, j'en sais rien. Du fait également que très souvent, comme je disais, le Sénégal est très suffisant. Et malheureusement, c'est pas bon. On croit toujours, on croit qu'on est toujours meilleur que les autres. Souvent, on ne connaît même pas les adversaires. Quand tu dois jouer avec quelqu'un, tu dis je vais jouer contre le Zimbabwe. Les Sénégalais ne vont pas voir qui est-ce qui joue à Zimbabwe. Il y a peut-être des joueurs qui jouent en Première Ligue ou en Champions League comme Sadio Mané. Mais non, c'est Zimbabwe. Zimbabwe, c'est l'équipe de machin. Non, c'est bon, on est meilleur. Et quand on nous bat, on dit que non, le Sénégal n'est pas. Non. Je crois qu'il faut se renseigner aujourd'hui. La décision, dans tous les domaines d'ailleurs, et je crois que vous le savez mieux que moi, elle va avec l'information. Si tu veux prendre une bonne décision, il faut être très bien informé. Et je crois que c'est ce que cette équipe-là, cette année, enfin cette équipe, cette direction actuelle, sur la conduite de Cissé, de Cissé et tout ça, je crois que c'est ça qu'ils ont relativement compris et ils sont en train d'arriver. Éviter les erreurs du passé. Énorme erreur. Aller à la CAN et ensuite se mettre à parler de problèmes de primes. Caire 86. Les gosses qui disent si on ne leur donne pas le truc, ils ne jouent pas. C'est cela. Une autre fois, c'est des problèmes de vestiaire entre joueurs. Quelquefois, c'est des problèmes de gouvernance. Division entre les expatriés et ceux qui sont ici. Ceux qui sont ici, ils ont souvent des parents qui leur parlent. Quand ils sont sur le banc, le soir, ils disent non, j'ai pas été classé. Le gars qui dit pourtant il y a Mounki, c'est toi, tu as le droit de jouer. Et ça crée aussi des problèmes d'ego là-dedans. Mais je crois, j'ai l'impression que bon, c'est relativement réglé. Ça a existé pendant tout le règne d'Aliou Cissé, mais j'ai l'impression qu'actuellement, ils ont dépassé cela. Ils ont dépassé cela parce que quand tu vois les expatriés, les binationaux s'exprimer avec les autres, on a l'impression que c'est une même famille. J'ai l'impression. Du dehors, moi, c'est ce que je vois. Et puis finalement, cette montée en puissance de l'équipe, parce que l'équipe a démarré de façon assez fébrile, et il y a une montée en puissance, vous l'avez constaté? Tout à fait, je l'ai constaté. Et je peux même dire que je l'ai vécu. J'avais même fait un papier pour dire attention, on va à la CAN. La clé, ça va être la préparation. Or, notre préparation, elle est tronquée. Ce papier, je peux même vous le donner après. J'ai dit notre préparation, elle est tronquée. On a des Covid, on a des clubs qui ont refusé de libérer nos joueurs. Donc, Aliou Cissé n'a pas disposé de toute son équipe. Il devait même faire un camp au Rwanda, il n'a pas pu. Donc, je dis, c'est tronqué, attention. Mais comme on est un groupe, regardez. Homogène, non, le groupe qui a commencé, c'est pas celui-là qui est en train de jouer. Sénidien, il est où actuellement? Il est où Ibrahim Mbaye? Il est où Bambaba? Donc, j'ai dit, on est un groupe, on va fonctionner en groupe. Une compétition ou un trophée, comme on dit. Un trophée, c'est un groupe qui le gagne. Un match, ça peut être un joueur. Un joueur peut faire un truc, gagner un match. Mais une compétition aussi longue, c'est un groupe. Et je crois qu'ils ont bien géré le groupe. C'est pour ça que j'ai confiance. Justement, ça peut être modèle d'inspiration, puisque de plus en plus, on voit que cette jeunesse, soit elle est désemparée, pour un oui, pour un non, elle se laisse gagner par
les situations du moment, la violence, les agressions, l'immigration clandestine. Quelles leçons pourrait-on tirer justement de cette montée en puissance constatée dans cette équipe du Sénégal? Monsieur Gueye, vous êtes un bon observateur et vous avez parfaitement raison de poser cette question. Elle est très à propos aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, c'était quoi? Il y a 2 dimanches, je crois, il y avait des élections. Oui, le Sénégal était divisé. Si vous avez bien remarqué, on était complètement divisé par des élections politiques. Oui. Aujourd'hui, le drapeau, regardez, tout le monde est derrière le drapeau. Ça veut dire qu'effectivement, ça peut être un facteur homogène de rassemblement, de fédération, de gens différents. Et de progrès aussi. Et de progrès, absolument. Parce que les jeunes qui sont là-bas, ils sont en train de montrer autre chose. Et je ne veux pas taper sur la génération 2002, mais le modèle que les jeunes actuellement montrent n'a rien à voir avec ce que le 2002 a montré. Elle est conquérante. Elle est conquérante. Oui. Elle est combattante. Elle est polie. Elle est mesurée. Oui. Et elle ne fait pas des choses que les autres auraient fait. Je me rappelle, ça c'est une anecdote que je vais vous donner dans mes discussions avec Aliou Cissé. Le jour où les garçons se sont qualifiés pour aller en Coupe du Monde, je suis allé le voir à l'hôtel, on discutait. Koulibaly passe devant nous comme ça avec un sac. Et il dit, il rentre. Aliou me dit, tu vois comment on est différent de ces gosses-là. Il me dit, nous, si c'était nous, mais Almadi, mais regarde-le lui, il est qualifié en Coupe du Monde, il est capitaine de l'équipe, il prend son avion, il va rentrer. Personne ne l'accompagne d'ailleurs. Il me dit, c'est différent. Ils sont devenus très professionnels. Et c'est cet esprit-là qu'il faut inculquer à nos jeunes maintenant. Le résultat. Le résultat. Et ne pas paraître. Parce que le paraître, bon, c'est vrai, ça permet peut-être d'avoir 1 ou 2 avantages par-ci, par-là. Ils sont jeunes, peut-être que les filles vont les suivre. Ils sont jeunes, peut-être qu'ils vont avoir un peu d'argent. Ils sont jeunes, peut-être qu'ils vont avoir un peu de visibilité dans les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça la finalité. Moi, à mon avis, la finalité, c'est comme vous dites, c'est le résultat. Or, le Sénégal a besoin aujourd'hui de résultats. Et le Sénégal, cette équipe, est-elle sur la trajectoire? Je crois aussi. J'ai suivi personnellement l'évolution de cette équipe. Je ne suis pas technicien du sport et je discute très peu d'ailleurs de sport en termes de technique là. Mais j'ai suivi l'évolution de cette équipe et de ce groupe depuis, j'allais dire, c'est 2012. Les Jeux Olympiques de 2012. Il faut que les Sénégalais se rappellent. C'est avec les Jeux Olympiques de 2012. Avec le même Cissé. Avec Cissé. Qu'on a considéré à l'époque comme adjoint de Karim Séga Cissé. Même ça, un jour, on écrira. On dira tout ce qui s'est passé là-dedans. Bon, mais c'était lui qui avait le terrain. Il a constitué une équipe avec des jeunes. Et quand il est arrivé, quand ça s'est terminé, relativement mal, parce qu'on devait aller en demi-finale des Jeux Olympiques. Le Sénégal, en fait, les Sénégalais ne connaissent même pas les Jeux Olympiques. Or, c'est l'événement sportif le plus important au monde. On n'a que Djaba qui a une médaille olympique. Les autres, ils ne connaissent pas. Eux, ils étaient partis pour casser cela et avoir une médaille. Et ils ont perdu un match sur la base d'une erreur de défense. Il continue. Il revient, il veut prendre l'équipe. On lui dit non, c'est Giresse et tout ça. Il n'y a pas de problème. Il s'arrête, il attend. Giresse fait son parcours, il revient. On lui confie l'équipe. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce garçon a une trajectoire qui est tracée. C'est un homme de mission. Non, c'est vraiment un homme de mission. Et il s'est dit, j'ai ma stratégie. Et la stratégie, c'était quoi? S'organiser pour mettre en place une équipe qui ne prendra pas de but. C'était ça son premier truc. Le défensif. Une équipe qui n'est pas flamboyante. Les Sénégalais lui ont tapé dessus, tu ne joues pas. Mais ce qu'il voulait mettre en place, ce système-là, aujourd'hui, il marche. Le Sénégal prend très peu de buts. Mais après, une fois que tu prends des buts, il faut trouver les moyens. Tu ne prends pas de buts, il faut trouver les moyens d'en mettre. Comment en mettre? Soit c'est le talent. Tu as des hommes pour cela. Nous, malheureusement, on n'a que Sadio Mané dans l'attaque. Qu'on se dise la vérité. Les autres, c'était relativement moyens. Ismaïla, de temps en temps, il pointe. Mais tous les autres, ils sont relativement moyens. Si on avait l'attaque de la Côte d'Ivoire, moi, je dis, on va gagner la Coupe du Monde. Mais on ne l'a pas, malheureusement. Bon, bref, il s'est organisé pour qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, et les Sénégalais ne sont pas observateurs, les buts du Sénégal, qui est-ce qui les marque? Les défenseurs. C'est les défenseurs. Oui. C'est Diallo. Diallo. Oui. Et Diallo sur passe décisive de qui? De Kouyaté. Kouyaté, oui. Ismaïla Sarr son but passe décisive de Salou Ciss sur une passe de Kouyaté. Oui. L'autre, le but de Kouyaté, c'est la tête de... Donc Aliou a dit, je vais faire en sorte que sur certaines phases, on crée le surnombre en attaque. Si on crée le surnombre, les défenseurs arrivent, il y a des chances qu'on ait plus de chances de tomber sur la balle et de tirer. On risque de dire que vous êtes la tête pensante de Aliou Cissé, tellement que c'est bien expliqué. Non, je connais parce que j'étais là au début. Je ne vous cache pas que j'ai été de ceux qui ont milité pour qu'ils viennent ici. Je ne vous le cache pas. Et bientôt, on aura l'occasion, moi je suis un intellectuel, d'écrire un livre sur cette stratégie-là. On ne le ferait pas. On ne le faisait pas parce que, comme
comme il dit, il n'a rien gagné. Si jamais il gagne quelque chose, il y aura peut-être une chance de dire qu'il n'est ni Mourinho, il n'est pas Guardiola, il est Aliou Cissé. Un point, c'est tout. Et il a sa stratégie. Maintenant, sa stratégie, c'est pas le football flamboyant. C'est pas le football que l'on cherche. Peut-être que c'est le modèle Aliou Cissé aussi. Peut-être son modèle. Qui sait? Demain, peut-être, oui, on trouvera que existe aussi dans ce monde un modèle futur, celui d'Aliou Cissé. Et notre devise à nous, moi et Aliou, c'était quoi? Le modèle, c'est qu'il n'y a pas de modèle. C'était ça qu'on se disait. Le modèle, il n'y a pas de modèle. Si tu veux faire comme quelqu'un, il faut avoir les mêmes joueurs. Les Guardiola, pourquoi ils réussissent? Tu prends les meilleurs joueurs au monde. Tu as de l'argent, tu as tous les meilleurs joueurs au monde. Mais donnez à Guardiola l'avenir de Kolda et dites-lui d'aller gagner une Coupe du Monde, vous verrez. Non, c'est ça en réalité. Il a sa stratégie, il l'a mis en place, il essaye. Maintenant, est-ce que ça va réussir? J'en sais rien. Mais apparemment, du point de vue des résultats, je crois que ça a réussi. Croisons les doigts. Croisons les doigts. En tout cas, du point de vue des résultats, je dis bien, et des points, si c'était des championnats, je te dis, quand Aliou Cissé est arrivé ici en 2014, le Sénégal était 69e mondial au classement FIFA. Si c'était un examen, il serait passé. Totalement. Aujourd'hui, il est 20e mondial. Maintenant, il nous faut la mention très, très, très bien. Voilà, et moi aussi, je la veux. En tout cas. Et nous tous, nous la voulons, et je suis persuadé que, avec ce que je vois comme, à la limite, aura autour de l'équipe, je crois que c'est peut-être la bonne parce que je parle de temps en temps avec, pas les joueurs, mais il me dit, prof, cette fois-ci, c'est pas moi, c'est les gosses qui le veulent. C'est les gosses qui veulent. On a vu un Sadio Demba parfaitement dans cette dynamique. Quand il marque un but, il demande, il n'y a pas d'euphorie, stop, c'est pas encore fini. Merci. Un homme de mission qui a un objectif précis. Ils ont tous une mission aujourd'hui. Et dans l'équipe, il y a de très fortes personnalités que les Sénégalais n'ont pas encore découvert aussi. Cette équipe, vous ne la connaissez pas trop bien. Ce garçon l'a mis en place. C'est lui qui allait chercher Edouard Mendy. Mais Edouard Mendy, c'est une très forte personnalité. Ça, je peux vous le dire. Ça se sent. Alfred Gomis, le deuxième goal là. Excellente personnalité. Nampali, c'est un Mendy. C'est un très bon joueur. Ah non, il est avec une forte personnalité Abdou aussi. Diallo. Abdou Diallo, oui. Koulibaly, ça c'est des personnalités qui ont aujourd'hui insufflé à l'équipe une dynamique qui est la dynamique collective. Il ne s'agit pas, 2017, on a perdu 2017. Vous savez comment on a perdu 2017 dans ce match contre le Cameroun? Regardez à nouveau, vous qui êtes homme de médias, à quelques minutes de la fin, Diao Baldé Keita, il a une balle et il est comme ça, angle fermé avec le gardien. Sadio est de l'autre côté. Tu fais la passe, comme Sadio a fait pour Bamba et Gueye. Et c'est fini. On marque. Et c'est fini, on ne va pas aller au penalty et le Sénégal est qualifié. Or, cette équipe du Sénégal était également assez solide, malheureusement. C'est des choix quelquefois de personnes et on tape sur tout un système. Un choix juste de personnes, ça marche. Aliou Cissé l'a fait, il pouvait tirer sur le gardien. Mais il a vu Ismaïla, il lui a donné, Ismaïla a marqué. Facilement. Quelquefois, c'est ces petites choses-là qui manquent. Et ils sont en train de l'acquérir en jouant collectif. Mais malheureusement, le football aussi, il faut qu'on fasse attention. Il est en train d'être individualisé avec les statistiques personnelles. Là. Vous avez remarqué? Bien sûr. Voilà, il a fait 20 contre, il a fait 5 passes décisives, il a fait 25 clean sheets. Ça risque de tuer le foot. Mais je crois que nos gosses aujourd'hui, ils ont compris que ce n'est plus une histoire de statistiques personnelles et Sadio personnellement l'a compris. Oui, Sadio l'a compris. Oui, mais derrière cette équipe, parce qu'on sentait finalement ce qui nous manquait, même en dehors du terrain, quand on jette un coup d'œil sur la diaspora sénégalaise, dans le cadre du travail, se distingue. Donc cette force compensatrice n'existait pas encore dans l'équipe et on est en train de trouver le résultat du point de vue, en tout cas, enseignement à en tirer de ces différentes prestations de l'équipe sénégalaise. On est en finale aujourd'hui. Qu'est-ce qui risque d'être déterminant? Ce n'est pas, pour moi, si j'avais à parler avec les jeunes, je ne leur parle pas, mais si j'avais à parler avec les jeunes, et je crois que l'encadrement technique est suffisamment armé maintenant pour pouvoir leur parler, c'est de leur dire, continuez à être vous-même. Aussi simple. Ne changez pas. Si jamais ils changent, parce qu'il y a un enjeu, ils vont être tétanisés par cet enjeu-là. Et ils risquent de poser des problèmes énormes. Qu'ils continuent à être ce qu'ils sont, qu'ils continuent à jouer comme ils jouent. Souvent, vous entendez les anciens leur dire, faites-vous plaisir. C'est en fait cela que ça signifie. Se faire plaisir, c'est d'être vous-même, de continuer à jouer à vous-même. Il y a le poids du match. Le poids du match, mais il est trop important. Ils le savent, je crois. Oui, et en face, c'est pas n'importe quelle équipe. C'est l'Égypte aussi. Alors là, oui. C'est 7 Cannes. Oui. C'est 7 fois champion, je ne sais pas combien de finales, mais ils ont été... Et ils ont l'expérience de tout cela. C'est ça. Bon, maintenant... Avec aussi un grand coach. Un très grand footballeur aussi, qui est Mohamed Salah, qui à lui tout seul, il peut régler beaucoup de choses. Donc tout cela, je crois que
notre encadrement technique et nos gosses, ils vont intégrer toutes ces choses-là. Je crois qu'ils vont... Moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a des chances qu'ils s'en sortent. On a beaucoup de chances que ces gosses-là s'en sortent. Ça ne sera pas facile, eux-mêmes le disent toujours, parce que vous n'allez pas jusqu'en finale pour ensuite vous laisser abattre comme n'importe quoi. On l'a assez vécu quand même, ce genre de situation. Oui, le 12e Gaïndé, finalement, tout le monde est 12e Gaïndé. Le peuple attend, nous l'avons dit dès l'entame de cette émission. Mais ce match nous a au moins renseigné que le football peut justement être un facteur de forte mobilisation sociale. Alors là, oui. Oui. Alors là, oui. Même dans l'histoire de l'Afrique, je ne vais pas aller loin. Je vais pas aller loin. Dans l'histoire de l'Afrique, en 2002, vous avez vu ce qui s'est passé ici? Mobilisation. Mais en 2002, je me rappelle, le Rwanda était en guerre. Je crois qu'ils étaient une guerre civile là, à l'intérieur. Mais quand le Sénégal a gagné la France, les Rwandais, ils ont laissé les armes et ils ont défilé et célébré la victoire de l'Afrique contre un colonisateur. Donc, c'est pour vous dire également que quand la Côte d'Ivoire était en guerre, Didier Drogba marque un but avec, contre Madagascar, je ne sais pas quoi là. Les rebelles, ils ont laissé tomber les armes, ils ont sauté, ils ont dansé. Donc, le foot et le sport est très très mobilisateur et il peut aider un peuple à la limite psychologiquement passer une étape. C'est une grosse thérapie sociale également. Merci, voilà, ça c'est le mot qui convient. Moi, je disais ça, guérir, c'est thérapie, c'est une thérapie sociale. Et je crois que après... Parce qu'on est sorti des élections locales et finalement il y a eu cette victoire qui a justement été à l'origine de cette forte mobilisation dans les rues un peu partout du Sénégal. Oui. Je voudrais vraiment profiter de ce que vous dites pour demander à nos politiciens et à ceux qui managent ce pays-là, les hommes politiques, de réfléchir à ça. Parce que quand je regarde ce qui s'est passé dans les élections, c'est des équipes. Par exemple, APR, c'est une équipe. Mais tu as l'impression qu'ils ne jouent pas ensemble. Je vous assure. Vous prenez le gouvernement, c'est une équipe. Mais tu as l'impression qu'ils ne jouent pas ensemble. Quand quelqu'un réussit, les autres ne sont pas contents. Vous prenez l'opposition, ils disent qu'ils font coalition, je ne sais pas quoi là. Mais quand l'un gagne, l'autre n'est pas content. Donc je voudrais dire aux politiciens de réfléchir et de revenir au sport. L'esprit du sport doit pouvoir les aider à dépasser un certain nombre de choses. Et je demande au président Macky Sall, tant qu'il est encore là, de s'organiser pour faire en sorte qu'on puisse insuffler un peu d'esprit de sport dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Moi je suis convaincu d'une chose, son attelage gouvernemental, il y a des gens que je connais là-dedans qui sont très bons. Et pourquoi ils ne peuvent pas réussir un certain nombre de choses? Ou bien quand tu réussis, l'autre ministre n'est pas content parce que toi tu as réussi. Tu risques de prendre sa place dans telle localité. Voilà, c'est ça qui pose des problèmes dans notre pays aujourd'hui. Je comprends la compétition politique. Je comprends qu'ils puissent pouvoir mieux se positionner pour gagner tel et tel. Mais de grâce qu'ils mettent en avant un tout petit peu l'intérêt général. Et je vous assure, le Sénégal s'en sortira. L'intérêt général, c'est le drapeau national flamboyant. C'est tout. Oui. C'est ce qu'on attend. Et c'est ce qu'on cherche. Aujourd'hui, ce drapeau... Je vous assure, j'ai vu tout à l'heure des images du Maroc, des jeunes Sénégalais qui sont là-bas, ils ont tous mis le drapeau pendre sur leurs fenêtres. Ça rend fier, ça donne des frissons quand vous voyez cela. Vous vous dites, voilà, le Sénégal existe. Parce que le sport aussi, c'est un moyen d'existence aujourd'hui. C'est un moyen de rayonnement international. Et je suis convaincu d'une chose, je ne sais pas comment ça va se passer. Si on gagne, je crois que Macky, il est dehors, là, quelque part. Là. Il est capable de faire comme Ablaye. Vous vous rendez compte, Ablaye, vous vous rappelez? Il a dit aux gosses, ne rentrez pas directement, allez en Mauritanie m'attendre. Il va là-bas, il les prend, il les met dans l'avion, il rentre avec eux. Donc c'est cela aujourd'hui qu'on attend. Nous avons besoin de projets fédérateurs. Nous avons besoin de bonheur dans notre pays. Nous avons besoin que les gens rigolent. Aujourd'hui, c'est très dur. Dans un contexte géopolitique difficile également. Non seulement, vous parlez de géopolitique, mais interne d'abord. Regardez le prix de la viande là. Vous voyez comment il est? Bon, c'est des choses que vous le direz mieux que moi. Mais aujourd'hui, les prix flambent. Et les gens sont moroses. Géopolitique, nos voisins, c'est plein de coups d'État, de morts et tout ça. C'est morose. Alors si on a ça, et que notre président qui devient le président africain ou le président de l'Union africaine, peut-être que cette dynamique-là, comme vous dites, cette mission sénégalaise aidera l'Afrique à peut-être aller de l'avant. À peut-être aller de l'avant, ce sont les enjeux en tout cas du moment. Oui, qu'est-ce qui peut exister dans la tête du joueur au moment du sifflet pour entamer ce match décisif? Vous me demandez quelque chose de très difficile parce que moi je n'ai pas été joueur pour... Bon, mais je me doute peut-être qu'il doit se dire
voilà, il doit penser à son père, à sa mère, à sa famille. Il doit penser au peuple sénégalais certainement en se disant je n'ai pas le droit d'échouer. C'est comme nous quand on est dans des examens, on a fait des examens assez difficiles, des concours d'agrégation qui sont des concours africains. D'ailleurs, nous à l'époque on nous appelait nous les lions de l'université. Voilà, on va là-bas. Quand vous êtes devant votre épreuve et que vous avez votre feuille blanche, tout de suite vous pensez à vos enfants, vous pensez à votre famille. Donc peut-être c'est cela, en se disant il ne faut pas que j'échoue, je dois réussir. Et c'est peut-être la même chose. Je dis bien, c'est peut-être. Mais cela nous amène à nous interroger aussi sur nos choix de politique sportive également. Faudrait-il reprendre justement en mettant l'accent sur la formation dès l'école? Quelle est pour vous la meilleure stratégie pour justement au finish asseoir une bonne équipe nationale? J'avoue que j'y réfléchis. J'ai beaucoup écrit sur ces questions. Parce qu'au moment où l'école est en déclin, la crise à l'école, à l'université, un peu partout, il se pose le problème de l'éducation. Oui. Le sport, c'est comme ça que je le vois. Le sport à l'école, c'est pas pour former des sportifs. C'est pour mettre quelque chose dans la tête de ces futurs sportifs-là. Donc, si on se trompe dans les objectifs, on risque d'avoir des problèmes. Les études, c'est les études. Le sport viendra pour compléter. Ce que j'estime être aujourd'hui important, c'est que nos gouvernants prennent en compte l'idée que le sport peut être un système ou un moyen qui peut développer la jeunesse, qui peut procurer des emplois, qui peut permettre l'épanouissement personnel des jeunes. C'est cela qu'il faut. Mais pour cela, je crois qu'il y a des... Je ne peux pas dire des préalables. Peut-être pas des préalables, mais des paramètres à prendre en compte. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple du football, notre football, pourquoi on n'arrive pas à gagner globalement? Parce que notre football, il est extraverti. Il est tourné vers l'exportation des meilleurs joueurs sénégalais. Et du coup, quand on exporte ces meilleurs joueurs sénégalais, vous savez, le sport, c'est une économie. C'est un marché. Quand vous exportez, c'est comme les matières premières. Quand vous vendez, vous devez avoir des bénéfices ici. Mais malheureusement pour nous, cette exportation, elle se fait par le biais d'intermédiaires. Et ces intermédiaires que sont les centres de formation sénégalais, qu'on dit sénégalais... C'est pas productif pour vous? Non, ça n'appartient... Par exemple, je suis désolé de le dire, le centre de formation de Génération Foot n'appartient pas à Génération Foot. Ça appartient au FC Metz. Quand on transfère un joueur sénégalais d'ici et qu'on l'amène jouer à Metz, l'indemnité de formation qui devait permettre de vivre de ce transfert, il est donné au FC Metz. Professeur Sakho, ce que vous dites me semble intéressant. Je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, de la même manière que notre économie est structurée, il va falloir également reposer la problématique de ces centres de formation. Vous avez tout compris. Oui. Vous avez tout compris. Parce que tout nous échappe finalement. Ils vont continuer à nous échapper parce qu'eux, ils ont compris que le spectacle sportif se déroule de l'autre côté, chez eux. Ils ont envie de prendre les meilleurs. Tous. C'est des produits. Voilà, c'est des produits. Vous les prenez, vous les mettez en scène, les droits de télévision arrivent, vous avez gagné beaucoup. C'est pour ça qu'ils veulent faire des coups de monde tous les 2 ans. Nous, pendant ce temps-là, ici, ce qui reste, c'est les rebuts. Vous ne pouvez pas faire de bons spectacles avec ceux qui restent ici. C'est des gens comme moi qui ne savent pas jouer au football, qui restent ici et qui jouent. De temps en temps, on est content. Mais le football local ne va pas se développer. Et c'est dans tous les pays. Ils ont tellement compris que le modèle de développement du FC Metz a essayé d'essaimer avec Dakar Sacré-Cœur. L'Olympique Lyonnais est venu. Je ne sais pas quel type de modèle ils ont. J'ai cru voir que Djambar, l'Olympique de Marseille est arrivé. Donc, il faudrait qu'on fasse attention. Et ça, c'est des décisions gouvernementales fortes qu'il faut prendre. Il faut qu'on repose le débat. Voilà. Il faut des décisions gouvernementales fortes parce que la FIFA a compris que l'échange de joueurs peut permettre à des pays qui ne sont pas développés d'avoir un peu. C'est tout. Mais si ces gens-là viennent ici, mettent leur centre et prennent l'indemnité de formation, mais on a un problème. On a quoi, nous? Rien. Voilà la question aujourd'hui. Voilà la question. Mais de la même manière que les terres qu'on nous achète là, ici, qui vont servir d'arrière-base pour alimenter sur des déficits qu'eux, ils connaissent, je pense que de ce point de vue, l'un dans l'autre, c'est la même problématique. C'est la même problématique. C'est économique. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout du sport simple. C'est une question de modèle économique. Aussi. Nous, on est très fiers quand on a un jeune joueur sénégalais qui va aller jouer en Europe. On est content. On le voit dans les télés. Mais qu'est-ce que ça a rapporté à notre pays? Je suis même allé jusqu'à un point où j'ai proposé, on aura l'occasion peut-être de revenir un jour dessus, j'ai proposé sur les droits de télévision. J'ai dit attention les gars, moi je ne comprends pas. Les Africains font le spectacle quand il y a la Ligue des Champions.
Eto'o, Drogba, El Hadji Diouf, Sadio Mané et tout ça, là, ils font des spectacles. Et ce spectacle-là, il est payé par des chaînes de télévision. C'est clair. Qu'est-ce que nous gagnons? Rien On nous dit du non, parce que leurs clubs sont payés. J'ai dit non. Si les clubs sont payés, qu'est-ce qui nous empêche, nous, nos dirigeants africains, la CAF et les fédérations, d'aller revendiquer une part? Parce que c'est toute la chaîne qu'il C'est faut une chaîne, suivre. voilà. Qu'il faut suivre. Zidane, à un moment donné, il était en France, Oui. avec l'équipe de France, mais il ça. avait des trucs personnels. Ah. Parce que lui, à lui tout seul, c'est une image. À lui tout seul, c'est un marché. Ah oui. Et c'est ça qu'il faut développer. C'est plusieurs intérêts en même temps. Vous avez tout compris. Oui, on n'a pas suggéré, mais c'est quoi un problème de marketing, finalement, ou D'expertise d'abord, oui. de pouvoir, parce que par moment, ça doit être mis sur la table par les instances africaines. N'est-il pas arrivé le moment de faire l'exercice du sport, Oui, notamment du football? Il est temps. Oui. Il est temps. Oui. Par la CAF d'abord. Oui. Les relations CAF-FIFA devraient être beaucoup plus mises sur la table. Les relations CAF et les fédérations d'ici doivent être mises sur la table. Les transferts, mouvements, mobilité des joueurs doivent être mis sur la table. Il y a beaucoup de choses. La question des droits de retransmission doit être mise sur la table. Mais aujourd'hui, vous avez un débat là. Je pense que c'est le président du groupe Walfadjri qui a justement formulé une demande à l'endroit du chef de l'État. Est-ce que c'est légitime? Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça la légitimité. La légitimité n'est pas forcément le droit. Oui. Voilà, c'est pas la légalité. Oui. Il y a légitime et légalité. Va-t-il être suivi des faits? Si vous tous vous y allez, il va être suivi des faits. Parce que tout simplement, c'est des choses que la loi peut régler. Moi, j'estime aujourd'hui que les droits de retransmission de tout événement d'ailleurs, tout événement, ça appartient à celui qui est organisé. C'est clair. Normal, c'est normal. C'est normal. Bon, il n'y a aucun problème, il faut le vendre au plus offrant, ils font des enchères et tout cela, on donne à différentes chaînes de télévision, il n'y a pas de problème. Mais quand le spectacle, il met en scène ce qui est d'intérêt national, il y a un problème. Et je vous dis très clairement, moi je connais bien la réglementation européenne et française, ils sont même allés jusqu'à donner une liste d'événements que l'on ne peut pas vendre. Une liste. C'est une directive européenne. Si j'avais allumé mon téléphone, je vous aurais dit. Et la Coupe du Monde en fait partie, certainement. Non, peut-être pas toute la Coupe du Monde, mais ils peuvent dire, supposons, si l'équipe de France arrive en finale et demi-finale, ces matchs-là ne seront jamais vendus. Tout le monde a le droit de les regarder, quel que soit l'endroit où ils vivent, quel que soit leur niveau de poche. Aujourd'hui, c'est certaines finales, par exemple, quand l'équipe de France de handball va en demi-finale et en finale, c'est montré par TF1 et tout le monde peut reprendre. Ah, c'est clair. Alors que quand c'est les petits trucs, on le donne à des chaînes payantes. Voilà, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Aujourd'hui, les matchs de l'équipe nationale de football du Sénégal et les matchs des équipes nationales africaines, même si c'est la CAF qui organise, qui est propriétaire des droits, dans les pays, il faudrait s'organiser pour que tout citoyen, je dis bien tout citoyen, quel que soit l'endroit où il vit sur le territoire, même s'il est en haute montagne, on doit lui donner la possibilité de voir ça. Et aujourd'hui, ça, c'est des choses qu'il faut mettre sur la table pour parler. Mais faudrait-il légiférer? Oui, il faudra légiférer parce que si les gens discutent, parce que la législation, c'est quoi? C'est à un moment donné la cristallisation d'une position dans un pays. Donc, on peut discuter et on dit au Sénégal, on va dire, de la même manière qu'on a fait pour le défilé du 4 avril, là. Tout le monde peut le montrer, n'est-ce pas? C'est d'intérêt national. Alors, si l'équipe nationale du Sénégal va en demi-finale et finale, tout individu peut le montrer. D'autant plus que vous êtes dans une situation concurrentielle aujourd'hui. On favorise, par le biais du droit de la concurrence, de la loi sur la concurrence, on favorise l'opérateur privé, l'opérateur public. Mais est-ce que c'est légal? Voilà, ça aussi, vous pouvez trouver des experts qui vont s'organiser pour dire que il va falloir le faire. Parce que justement, vous ne pouvez pas bénéficier de l'argent du contribuable et ensuite priver la concurrence qui est dans le même territoire que vous. Vous savez, je vous ai parlé de mes relations avec Sud. Moi, j'étais là quand, à l'époque, les premières radios indépendantes donnaient une subvention à la RTS. Je ne sais pas si vous vous rappelez de... Peut-être que vous êtes un peu jeune. Mais j'étais là, quand Sud, on dit ça suffit, on ne paye plus. On ne paye plus à la RTS parce que c'est notre concurrent. Et ça, c'est du droit de la concurrence. C'est comme ça que ça s'est cassé. Et c'est comme ça que ça s'est cassé. Mais à l'époque, vous étiez tenu de donner une redevance à la RTS alors que vous êtes sur le même terrain et vous battiez. Donc ça, c'est la concurrence. La concurrence, il y a des pratiques qui ne peuvent pas marcher. Et que l'on soit public ou privé, on doit être pris sur le même pied. Bon, aujourd'hui, c'est un débat qui est posé. Je crois que la solution, elle peut se trouver. Elle peut se trouver. Elle peut se trouver. Quand, pour les droits de retransmission de la CAN, quand l'équipe de Hayatou avait pris ses droits et les avait confiés à un groupe français qui s'appelle Lagardère. Et c'est Lagardère qui commercialisait. Et Lagardère venait donner aux différents États africains, pour leur équipe nationale, ils leur vendaient ça.
Tellement cher, il y a une année où c'est le Sénégal qui a payé pour la Guinée-Bissau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, mais bien sûr. Voilà, nous on avait payé pour la Guinée parce qu'ils ne peuvent pas payer. Le gars m'expliquait que quand il a permis à la Guinée-Bissau de regarder le match, les Bissau-Guinée étaient même contre le Sénégal, alors que c'est nous qui avions payé le droit de retransmission. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça représente. Non, mais je pense qu'il est nécessaire, il est venu le moment de revoir toutes ces questions-là. Et pour le grand bénéfice de tout le monde, c'est également ça, la légalité. Je compte en tout cas, ça je peux vous le dire en prime. Vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir. Voilà, je compte organiser sous peu, dans le cadre de mon institut. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un groupe WhatsApp dans lequel je suis là, avec certainement l'appui de mon ami Matar Silla qui a été directeur de la RTS, c'est un très bon ami et qui est dans la régulation, parce que j'ai un master en droit et économie de la régulation aussi et de la compliance. On va organiser peut-être après la CAN un débat autour de ces questions sur la régulation et la concurrence. Parce qu'on a besoin de cela. On en parle nous, mais c'est encore académique. C'est pas encore sorti sur le terrain. Bon, ce sera peut-être l'occasion. Je pense qu'il y va de l'intérêt du public également. On devrait pouvoir se convaincre. Pour qui nous existons. Absolument. Moi, je trouverais dommage que, parce que c'est la RTS qui a l'exclusivité, qu'il y ait des jeunes qui soient dans un endroit, qui voulaient organiser quelque chose de commun, comme ils disent les fan zones, ils reprennent le signal de la RTS, ils veulent le mettre, on leur dit non, vous n'avez pas le droit. Alors que peut-être là-bas, il y a une seule télé qui est chez le chef du village. C'est un problème énorme. D'accessibilité même à on appelle cela service universel. Universel. Mais également, moi, c'est extraordinaire qu'on soit arrivé là, parce que également la radio qui est le canal le plus proche, 87% de proximité, qu'on interdise peut-être même dans des zones où il n'y a pas de télévision, de suivre le match. C'est pour ça qu'il faut débattre de ça, parce que le traitement de la radio est différent du traitement de la télé. Le traitement de la radio, c'est plus spontané. Exactement, c'est la proximité. La télé, c'est le support. Donc il y a possibilité de publicité, plein de choses, de couper, alors que c'est différent. Il y a des choses qu'il faut faire, je crois, et vous devez le faire. C'est vous-même, les acteurs, qui devez vous lever. C'est pas les intellectuels. De poser le débat. Professeur Abdoulaye Sakho, invité d'objection. Professeur aussi, oui, le prétexte également, c'est le match aujourd'hui. L'après-match aussi, il faudra que les projections soient posées également de ce point de vue, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui vient. Et notre impératif catégorique aujourd'hui, c'est ce match de cet après-midi. Le 11 sénégalais face au 11 égyptien, sous le regard de presque tout le monde entier, qui regarde ce match. Mais justement, avant d'arriver à ce match aujourd'hui, il y a le côté comportemental de la société aujourd'hui. Un match comme ça peut-il entraîner des conséquences, tout la préparation face à un tel événement? Absolument. Oui. Connaître le sport, c'est savoir qu'il y a ce qu'on appelle la glorieuse incertitude. Elle existe. Et tous les grands sportifs vous le diront. Un trophée, ce n'est pas ouvrir une porte et aller chercher le trophée, mettre ici et partir. C'est une compétition. Il va falloir se battre. On met tous les atouts de notre côté. Mais ce que l'on redoute peut arriver. Et quand ça arrive, il va falloir gérer. Il paraîtrait qu'à l'époque, moi je venais juste d'arriver de mes études, en 86, l'État avait lancé une fausse nouvelle qui avait permis aux Sénégalais de jubiler le moment. Voilà, d'après ce qu'on m'a dit. Aujourd'hui, si vous parlez en sénégalais, il va se dire, nous on est tellement super. Il dit non, ne me parlez pas de ça, nous on ne veut pas entendre parler de... Pourtant, il faut anticiper. Il faut anticiper, et je suis convaincu d'une chose, nous sommes un État quand même assez organisé. Quoi qu'on dise, je suis sûr qu'ils sont en train d'anticiper. De la même manière que vous avez parlé de la double confrontation qu'on va faire avec l'Égypte, après cette finale-là, je suis sûr d'une chose, je connais un tout petit peu l'équipe d'Aliou Cissé, ils sont en train d'anticiper sur ces deux... Moi, je peux vous le dire, ils sont en train d'anticiper, même s'ils se disent, celui-là, il est là, c'est ce match qu'il faut le jouer, mais ils sont en train d'anticiper. Et l'une des forces de cette équipe-là, c'est l'anticipation. Donc, l'État du Sénégal devra anticiper sur quel que soit le résultat, parce que même s'il y a un résultat positif et qu'on gagne, il pourrait y avoir des débordements. Il faut qu'on fasse énormément attention. Les gens vont bouger. Ils vont bouger et personne ne les retiendra. Comment contenir tout ça? On a normalement un État qui a des appareils. Mais cela devrait commencer au niveau individuel, que chacun se dise oui. C'est vrai que ça nous donne de l'euphorie, on est tous contents, mais quand même, il faut retenir. On a des régulateurs ici, sociaux. C'est peut-être le moment de leur dire, de prendre la parole et de dire, oui, c'est vrai, les gars, vous avez gagné, mais attention,
Il y a demain aussi, ceci, cela. Tous nos chefs religieux, généralement, qui sont très écoutés. Et il suffit qu'ils parlent, peut-être que ça va, peut-être. Mais les jeunes, attention, Oui. moi, la jeunesse... Mais finalement, elle est devenue source de réflexion, la jeunesse, au-delà du Sénégal. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'ils appellent la disruption, on est en train de vivre des sortes, c'est pas des révolutions, on est en train de vivre des sortes de cassures entre une génération et une autre. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Si vous regardez bien, la jeunesse de maintenant, moi je l'appelle la jeunesse raccourcie. Raccourcie. Ils ne prennent pas le chemin. Même dans les ordinateurs, là, il y a des raccourcis, là. Vous tapez et vous allez directement dans le truc. Voilà. Et le chemin, ça ne les intéresse pas. C'est le résultat, c'est le raccourci. Et aujourd'hui, ils veulent tous arriver, alors que nous, notre génération, je ne sais pas vous, mais nous, notre génération, on nous avait éduqués dans le sens de, il faut faire des études, il faut avoir un diplôme. Ensuite, il faut avoir un bureau, il faut avoir une voiture, il faut avoir une secrétaire. C'était un peu ça. C'était comme ça. Mais les jeunes de maintenant, moi, mes enfants, ils n'ont pas suivi ça. Il y en a qui ont leur business aujourd'hui, qui vous disent qu'ils ont leur business. Tu ne sais même pas où est-ce qu'ils travaillent. Ils te disent qu'ils ont leur business, ils entrent, ils sortent, ils achètent des choses, ils revendent, ils ont leurs applications là, de machin, qu'ils vendent aussi, et je ne sais pas comment ils font. Mais c'est qu'on n'a pas été préparé à ça, apparemment. Du tout. Oui. Du tout. On a tellement été peu préparé à ça que on n'a pas su saisir les opportunités de croissance qu'offrait le numérique. Je vous assure. Il y a une recherche que j'ai faite, c'est même un article qui est publié dans une revue française, sur ce que nous avons inventé et que les autres ont repris et qui sont revenus nous vendre. Vous savez, quand vous prenez le numérique, les téléphones et tout cela, Smartphone, avec notre société de détail là, nous on vendait des détails. Les cigarettes là, on en vendait une seule cigarette. Si tu vas en France, tu dis vends-moi une cigarette, le gars il te dit tu es fou. Le crédit, on le partage. Yonnez-moi crédit. Tout ça. Ça, on a inventé ça. Aujourd'hui, le transfert d'argent, va dans une banque et dit je veux transférer 500 francs. Ils vont dire sort. Mais tu prends 500 francs, tu transfères. Le chauffeur de taxi il se lève, il fait sa première course, il transfère la défense à sa femme. Bon, voilà. Ça, moi je on les appelait les services financiers par téléphone mobile. Ces services financiers par téléphone mobile, c'est une révolution. Moi je l'ai comme ça, intitulé comme ça, révolution venue d'Afrique. Mais aujourd'hui, regarde, qui est-ce qui le fait? Qui est-ce qui l'offre? Je ne fais pas de publicité. C'est d'autres qui l'offrent. Et la seule boîte qui aurait pu peut-être faire quelque chose avec tout ce que ça comporte. Voilà. Malheureusement. Elle a été confrontée à la réglementation. Je vous dis bien, réglementation. Bon, le DG, c'est son affaire. Mais la réglementation a fait de telle sorte qu'on lui a dit, toi, tu n'es pas une banque. Si tu n'es pas une banque, tu ne peux pas avoir l'agrément bancaire. Et ce sont ses concurrents qui l'ont complètement bloqué. Merci. Alors qu'en Afrique de l'Est, ce sont les banques qui cherchent des licences de téléphonie. Les banques cherchent des licences de téléphonie. C'est la même chose, je connais bien. Donc, on n'a pas su saisir les opportunités qu'offrait la société numérique. Malheureusement. Il nous faut vraiment peut-être beaucoup d'autres temps pour parler de tout ça. Voilà, mais justement, maintenant, ça c'est la dernière question. Nous allons affronter l'Égypte ce dimanche dans quelques heures. Aujourd'hui, mentalement, nous savons ce qu'il nous faut parce que, comme disait Antoine Bell, vous devez savoir là où vous pêchez, sinon il n'ose même pas dire le mot. Mais je crois que l'essentiel, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il y a une seule alternative, c'est de gagner. Ce soir, gagner ou gagner. Gagner et gagner. Abdoulaye Sakho, l'équipe est prête, les Sénégalais sont prêts, mais les Égyptiens aussi sont prêts. C'est deux équipes qui méritent leur place aujourd'hui en finale. Mais la petite finale qui a opposé hier le Cameroun au Burkina Faso, durant toute cette compétition, on a assisté à de bons matchs de football. C'est resté dans le cadre du sport. Ça aussi, c'est le défi du sport africain. Oui, c'est le défi du sport africain. Il y a beaucoup de défis dans le sport africain, mais ce que vous dites, d'abord, savoir mettre en scène, créer un spectacle qui vaut le coup, comme vous dites, qui est regardé par presque à moniovision, comme on dit aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Il y a quelques années derrière, on nous refusait, même un peu avant les débuts de la CAN, il y a eu des sceptiques qui disaient que le Cameroun ne va pas y arriver et tout cela. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Je crois qu'on n'est plus en train de dire l'Afrique est capable. On est en train de dire l'Afrique va faire. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. On n'est plus du tout dans la situation où on se mesure avec les autres. On est dans la situation où on fait avec les autres. Pas comme eux, mais avec ce que nous avons. Un mot sur le Cameroun qui est éliminé. C'est difficile.
Ouais, c'est difficile. Oui. C'était... ça me fait penser à Sénégal 92 ici. Oui. Voilà, vous organisez et vous partez. C'est les Camerounais d'ailleurs qui nous avaient posé des problèmes ici. Mais je crois que du point de vue football, quand j'ai vu les matchs, les premiers matchs du Cameroun, normal. Voilà, je disais à un ami, le Cameroun, ils prennent tout le temps des buts. Ils prennent des buts. Ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas tellement solides. Et peut-être mentalement aussi, je ne suis pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'équipe du Cameroun, mais je crois que mentalement, il y avait des choses qui se passaient. Il y avait peut-être des conflits à l'intérieur. Souvent, ça arrive dans les grandes équipes quand il y a des égos surdimensionnés. Oui. Et eux, il y avait vraiment beaucoup d'égos surdimensionnés à l'intérieur. Ce match aussi, c'est celui des coachs, les deux coachs qui s'affrontent. Effectivement. Oui. Effectivement. Ces deux coachs, Est-ce qu'Aliou Cissé joue son avenir ce soir? Non, du tout. Du tout. Moi, à mon avis, non. Non, non. Vous savez, je peux vous donner également une confidence sur Aliou Cissé. Chaque fois qu'il partait à la CAN, je dis bien chaque fois, 2017, il partait à la CAN. Souvent, on se voit la veille, avant son départ. Je lui dis, surtout 2017, à l'époque, c'était pas très bien, l'équipe n'était pas... Je lui dis, mon coach, j'espère que tu feras un bon parcours. Il me dit, prof, quel parcours? Il me dit, je vais pour gagner la CAN. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. On était sur la poule où il y avait l'Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe. 2 matchs, Aliou se qualifie. Les Sénégalais commencent à coller à leur équipe. On va faire le quart de finale, il n'y avait pas de 8e de finale. On fait le quart de finale, on est éliminé au penalty. On dit, il ne connaît rien. Pareil, quand il partait pour le Caire, il me dit, je vais laver l'affront du Caire. Ce qu'ils ont fait là, je vais le laver. Lui, il le dit. Mais aujourd'hui, je crois qu'en dehors d'Aliou, les gosses sont prêts pour ça. Et c'est ça qui est peut-être la chance du Sénégal aujourd'hui. Ce n'est pas l'entraîneur qui est prêt, ce sont les jeunes qui veulent, parce que c'est eux qui jouent. Et c'est eux qui doivent gagner cette affaire-là. Et j'ai vu aujourd'hui quelque chose que Sadio Mané a fait. Qu'est-ce qui va changer après? Après, par rapport à... Si on gagne. Si on perd. Non. Alchimie. Alchimie, oui. Alchimie, oui. Pour le cadre institutionnel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Cissé. Je ne sais vraiment pas du tout. Mais moi, j'ai constaté qu'il est venu en 2015... Il y avait le même ministre des Sports, il y avait le même président de Fédé, il y avait la même DTN. Il a juste remplacé Giresse. On a fait beaucoup de résultats. Si ça ne marche pas, moi, peut-être que c'est sur lui que ça va truquer, ça va jouer. Les autres, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Mais peut-être que lui, il va... Voilà. Maintenant, tournons rapidement cette page et oublions l'autre. Si on gagne, je peux même enlever le si. On gagne. On gagne. On gagne, ce sera extraordinaire pour notre pays parce que ce sera... la première fois, les Wolof ils disent goulette, ce sera vraiment la première fois, on sera très heureux. Peut-être que coach Cissé acceptera de continuer, peut-être que Augustin Senghor acceptera de continuer, peut-être que le plan institutionnel, le politique, ils accepteront de continuer, parce que nous sommes un pays, on dit de sport, mais on est plus football. Donc tout est déterminé par le football. Oui. Même les places politiques, c'est déterminé par le football, et tout le monde est derrière cette affaire-là. J'espère que ce sera un déclic et qu'on aura enfin l'occasion, comme vous dites, de tout mettre sur la table, les compétitions sportives, les droits de télévision, les techniciens, tout le monde sera sur la table. Professeur, si on gagne, le prochain dimanche, vous reviendrez pour qu'on en tire les enseignements. Parce que là, nous croisons les doigts systématiquement. Et au-delà d'implorer le bon Dieu, nous fermons les yeux et nous prions pour cette équipe. Merci. En tout cas, merci encore une fois d'être là. Mesdames et messieurs, c'en est tout. Rendez-vous dimanche prochain. Restons collés derrière l'équipe, prions pour que ce soit le bon. Au revoir et à dimanche prochain.